Bonjour, bienvenue sur Mediapart et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission Moyen-Orient Express. Dans Moyen-Orient Express, on essaye de comprendre, d'expliciter ce qui se passe dans ces pays qui sont aujourd'hui dévastés par les guerres. Alors on va tenter aujourd'hui, si c'est possible, de démêler la fameuse question kurde et on va le faire à partir d'un livre paru il y a quelques semaines, titré « Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient ». Il a été écrit par Olivier Piot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, travaillant pour plusieurs titres, du Monde diplomatique, Géo, etc. Et vous publiez ce livre aux éditions Les Petits Matins. Et puis on va le faire également avec Thomas Cantaloube. Bonjour Thomas, journaliste à Mediapart, et qui suit également toute cette région. Alors la question kurde, c'est d'abord celle de 40 millions de personnes, 40 millions de Kurdes environ, oui, éclatés entre 4 pays, la Turquie bien sûr, la Syrie, l'Irak, et puis on l'oublie souvent, l'Iran. Olivier Piot, combien de Kurdes en Iran ? Autour de 5 millions. Alors les recensements dans aucun des pays sont tout à fait, pour des raisons politiques, tout à fait précis, mais on est autour de 4 millions en Iran, 15, 17 millions en Turquie, à peu près 7 millions en Irak et 6 millions en Syrie. Voilà, c'est à peu près les chiffres qu'on retrouve les plus fiables. Alors, on parle beaucoup des Kurdes, puisque aujourd'hui, dans les différentes batailles contre l'État islamique, les Kurdes apparaissent comme les forces armées qui sont au premier rang, qui ont largement contribué à la reprise de Mossoul en Irak, qui avaient défendu Kobané, il y a de ça 3 ans maintenant, et qui sont aujourd'hui très engagés dans la fameuse bataille de Raqqa, la dernière grande ville en Syrie tenue par l'État islamique. Sur ce poids militaire des Kurdes, est-ce qu'on n'a pas tendance à le surévaluer? Oui et non. Non, parce que de fait, à partir de 2013, à Kobané, et puis après du côté irakien, Sinjab, après retour sur une bataille importante, celle de Minjeb en Syrie, et aujourd'hui à Raqqa, les Kurdes constituent bien les entités militaires, il y en a plusieurs, les plus formées, on va dire les plus mobilisées, femmes et hommes, sur le terrain, grosse expérience de guérilla, de lutte urbaine, donc, et puis une cohésion, je dirais, idéologique très forte. Et ça, on le retrouve dans aucun des autres acteurs. Oui, on avait vu à Mossoul l'armée irakienne partant en lambeaux, la moitié des troupes fuyant. Ça c'était lors de l'invasion de l'État islamique. Parce que justement, la reprise de Mossoul, au contraire, il semble que les Peshmerga kurdes, donc en gros les milices kurdes irakiennes, ont eu un peu moins d'importance. Et justement, là, ils ont perdu un peu de terrain par rapport à l'armée irakienne nationale. Qui a été reconstituée, réentraînée, avec les forces spéciales. Et les Peshmerga ont joué un rôle moins important qu'ils ne peuvent jouer en Syrie. Je crois qu'il y a une grosse différence sur cette question de la contribution militaire kurde au Moyen-Orient entre la Syrie et l'Irak. L'Irak, on est sur la vieille tradition des Peshmerga, donc de ceux qui étaient prêts à donner leur vie depuis les années 50. Ce corps des Peshmerga en Irak, depuis l'autonomie acquise en 92, est un corps militaire qui s'est en quelque sorte embourgeoisé. C'est devenu l'armée du Kurdistan du nord de l'Irak. Et d'une certaine façon, dès que Daesh, dès 2013, début 2014, l'été 2014, envahit les zones de l'ouest de l'Irak et du nord, en fait, ils sont en déroute, ces Peshmerga. Et ils sont sauvés par les milices chiites soutenues par l'Iran. Et Erbil même manque de tomber en juillet 2014. À quelques kilomètres et finalement est sauvé. Alors après, il y a eu reconstitution des forces, on a fait entrer des nouvelles générations dans ces Peshmerga irakiens. Donc on a une armée expérimentée, mais fragilisée. Du côté syrien, c'est différent. Là, on a une jeune armée constituée à la fois de Syriens d'Alep, de toute cette zone qui va jusqu'à Kamishli, et puis de militants qui viennent de Turquie.
soit des Kurdes syriens qui étaient en exil en Turquie et qui sont revenus, soit carrément même des militants du PKK, qui est donc le parti frère, qui est quand même aussi la tutelle idéologique encore aujourd'hui du PYD. Et donc là, on a une jeune armée, et d'une certaine façon, cette jeune armée, c'est sa chance historique d'installer les embryons d'une autonomie au nord de la Syrie. Donc là, il y a une très forte mobilisation. Et là, sur le terrain, c'est les plus performants. D'ailleurs, si les Américains ont fini par les soutenir, je dis fini parce que ce n'était pas acquis au départ, en tout cas depuis 2015, ils les soutiennent ouvertement. C'est bien parce que, voilà, par rapport à la kyrielle d'organisations et de milices sunnites, chiites, on ne sait pas trop à qui on a affaire, et en plus, il y a une homogénéité de commandement et idéologique en Syrie qui en fait un interlocuteur de premier plan. Et le PYD contrôle aujourd'hui une bande nord de la Syrie, qui s'appelle le Rojava. Le Rojava, qui veut dire en kurde, si vous avez parlé des 4 pays tout à l'heure, il y a le Roleja, qui est en fait le Kurdistan iranien, c'est-à-dire le Kurdistan oriental, en Kourmanji, qui est le dialecte kurde. Le Rojava, ça veut dire occidental. Et puis on a le Bachour et le Bakour, c'est celui d'Irak et celui de Turquie. Alors, on va revenir très en arrière, c'est-à-dire, expliquez-nous très rapidement, vous l'expliquez très bien dans ce livre, comment les Kurdes, finalement, sont les victimes, ou plutôt les oubliés, des accords survenus dans les années 1920, lorsque l'Empire ottoman est disloqué et dépecé, et que finalement le peuple kurde se retrouve éclaté sur 4 pays, et qu'à aucun moment ces demandes ne sont prises en compte dans le tracé des frontières fait par les colonisateurs de l'époque, en l'occurrence Royaume-Uni et France principalement. La situation d'avant même la fin de la Première Guerre mondiale, dans cette région, c'est une montée généralisée des nationalismes, qu'ils soient juifs, arabes, arméniens ou kurdes. Parce qu'en fait, c'est une région assez complexe dès cette époque. Et il n'y a pas que les Kurdes qui vont être, j'allais dire, les dindons de la farce, entre guillemets, des accords de 1920 et 1923 de répartition. Du côté des Kurdes, il y a clairement une montée d'un nationalisme kurde qui est né déjà sous l'Empire ottoman, puisque la dernière partie de l'Empire ottoman, menacée, ou en tout cas qui se sentait menacée, a consisté à faire un peu la police aux frontières, et notamment contre les Kurdes. Donc, au moment où l'Empire ottoman doit être démembré, donc perd la guerre, vaincu, il y a 2 acteurs internationaux importants, c'est la France et la Grande-Bretagne. Et ça fait des années qu'ils cherchent à se répartir cette zone qui est une zone où il n'y a pas de frontières et d'États, en tout cas au sens moderne du terme. Ils vont les créer, ces frontières et ces États. Ils les créent sur le dos de tous les peuples de cette région. Pas seulement sur le dos des Kurdes, les Juifs, l'accord Balfour, il va falloir attendre encore. Alors ils finiront par faire le choix de donner un État juif dans la zone, mais il va falloir attendre. Les Arabes, n'oublions pas quand même qu'il y a un panarabisme très fort, et qu'il y a une revendication forte au moins d'une zone arabe unie, ils ne vont pas l'obtenir. Et les Arméniens, qui demandent aussi un État après le génocide, ne l'obtiennent pas. Donc dans le traité de Sèvres, il y a une chose qui est acquise en 1920, c'est qu'il n'y aura pas de panarabisme. Donc on divise les tribus, les clivages, pour faire des protectorats qui donneront naissance après à des États, et l'État notamment syrien et irakien, mais seulement dans les années 30 et 40. Et puis du côté des Arméniens et des Kurdes, ces populations qui sont mêlées dans les 4 pays concernés, on leur fait des promesses en 1920, on dit qu'il y aura un État arménien, un État kurde, et finalement 3 ans plus tard, en 1923, on ne tient pas ces promesses. Et on ne les tient pas, pourquoi? Parce qu'il y a un acteur nouveau auquel on ne s'attendait pas, c'est Mustafa Kemal, qui dit en gros, bon, bah, vous dépecez l'Empire ottoman, mais moi, voilà, j'ai fait un périmètre de souveraineté territoriale turque, et donc il se réappuie sur le nationalisme turc, et il finit par imposer ça aux Grecs, et y compris aux grandes puissances. Donc finalement, on négocie avec Mustafa Kemal sur les frontières qu'il exige, sur le dos des Kurdes et des Arméniens. Depuis, force est de constater que pendant presque un siècle, rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Alors c'est un peu un paradoxe de l'histoire, parce qu'on arrive en 2017 et on a le plus gros peuple au monde sans État, les Kurdes.
Et en même temps, ce n'est pas tout à fait un hasard si rien n'a bougé. C'est ça que je trouve qui est intéressant dans la crise actuelle. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, à partir du moment où on a dit aux Kurdes, au début des années 20, il n'y aura pas d'État, chaque communauté kurde s'est retrouvée dans le cadre d'États souverains, dont la plupart étaient en construction récente, donc avec un fort nationalisme économique, politique. Et donc on a forcé ces communautés kurdes, d'abord à ne se sentir que syriennes ou que irakiennes ou iraniennes ou turques. Et puis partout, on leur a fait comprendre qu'ils n'entreraient dans le jeu politique et leur reconnaissance culturelle, identitaire, ne se ferait qu'au prix de leur assimilation. De leur assimilation et de l'abandon de revendications particulières. En même temps, si j'ose dire, ce qui est très frappant devant cette carte et ce peuple qui s'est retrouvé explosé en 4 États, c'est qu'à chaque crise majeure qu'a connue cette région, donc en gros il y en a 4, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre du Golfe, la Deuxième Guerre du Golfe, et puis après les printemps arabes et Daesh, à chaque crise, la question kurde est revenue. Et pourquoi elle revient ? Parce que ce n'est pas les Palestiniens. On n'est pas en train de parler de 3 ou 4 millions de personnes. On parle de 40. Et donc, c'est une sorte de mal non traité de cette région qui, à chaque fois, revient comme une évidence. Vous titrez votre livre « Clé de voûte du Moyen-Orient ». En quoi c'est une clé de voûte ? Justement, ce peuple qui est l'oublié de tous les accords géopolitiques depuis un siècle. Alors, je pense que c'est une clé de voûte parce que, précisément, l'instabilité quasi permanente pendant le dernier demi-siècle de cette région vient du fait qu'on les a exclus, en gros, du partage des pouvoirs et de leur rôle politique. On les a exclus, c'est-à-dire qu'on a pensé qu'on pouvait maintenir cette région dans une stabilité globale sans tenir compte de leurs revendications. Et que, précisément, le caractère fragile et récurrent dans cette région vient du fait qu'on les a exclus et qu'aujourd'hui, finalement, ce qui remonte, c'est qu'on ne peut plus les exclure. Et que, finalement, le prix à payer de les avoir exclus, c'est qu'on se retrouve dans une région qui est avec un clivage sunnite-chiite qui n'a jamais été aussi fort. Donc on se retrouve à chaque fois avec 2 acteurs, avec des versions radicales du sunnisme ou du chiisme, et qu'à trop négliger la question kurde, on oublie que dans ces sociétés, c'est 10, 15, 20, 25% de la population, et que donc on s'est privé d'une 3e bande pour essayer de c'est ça, parce que le terme clé de voûte, bon, c'est la pierre qui tient tout l'édifice. Ça voudrait dire que le futur de cette région et les accords politiques qu'on espère, même s'il me semble bien difficile à trouver, ils vont passer par le règlement de la question kurde. C'est ce que je crois. Je crois que justement, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, en fait je le crois aussi parce qu'à l'occasion de ce livre, j'ai rencontré des chercheurs, des politiques, alors à la fois kurdes, mais aussi du côté des Américains, du côté des Russes, du côté des Turcs. Et je pense que tout le monde a compris que, d'une certaine façon, il y a un devoir moral au regard des Kurdes. Ça, c'est une chose. Mais il y a une réelle politique aujourd'hui qui s'impose à tous, qui est que, par rapport à l'acmé du clivage chiite-sunnite, on a là des traditions laïques, on va dire féministes, plutôt moderne, et qu'on ne peut plus se projeter dans l'avenir sans leur donner un rôle qu'on leur a... Alors Thomas, pardon, je voulais poser une question sur cette question-là. Est-ce que les Kurdes ne sont pas les bons amis, les bons alliés de l'Occident, parce qu'ils sont, comme vous dites, laïques, féministes, ils ont des partis politiques qui mènent un jeu démocratique, ça. Est-ce qu'on n'a pas une vision un peu occidentaliste à les considérer comme, voilà, ils vont résoudre les problèmes parce que finalement, ils sont assez proches de nous? Il y a une partie qui est juste dans ce que vous dites, c'est-à-dire que... Mais qui n'est pas la réalité. Je m'explique. Dans toute l'expérience qu'il y a au nord de la Syrie, dans le Rojava, vous avez là plusieurs milliers de militants qui sont des militants politiques et qui luttent pour l'autonomie du Kurdistan en Syrie et qui s'adressent aux grandes puissances. Dans tout ce qu'ils font,
Il y a à la fois la volonté de faire la démonstration sur le terrain qu'il y a des embryons d'autres choses possibles et qu'on pourrait miser sur eux, et ils s'adressent à l'Occident. Donc il y a une politique de communication, soyons clairs. Et ils l'ont dans la diaspora kurde depuis des années. Il y a une représentation à Paris, il y a une représentation à Paris du Rojava. Et ils sont obligés de faire ça. Pourquoi ils sont obligés de faire ça? Parce qu'en gros, il y a un verrou, qui est le verrou turc, qui bloque la résolution de la question kurde sur 18 millions sur 35 en Turquie. Et donc à partir de là, c'est impasse sur impasse depuis des années, y compris alors que le PKK a rejeté le marxisme, fait une mue idéologique, accepté le désarmement. Il n'est pas concevable aujourd'hui, et avec Erdogan c'est encore plus fort, pour Istanbul de céder la moindre parcelle d'autonomie aux Turcs. Donc ça bloque toute la résolution de cette région. Donc ils sont obligés en gros d'essayer de s'adresser à tous les grands interlocuteurs qui peuvent peser sur la Turquie, ou en tout cas les aider à trouver une place, c'est-à-dire Poutine, Washington, l'Europe, la France, ils ont essayé aussi. Donc, mais vous convenez qu'on nous décrit le Rojava comme une sorte de grand paradis démocratique. Je dis ça parce que j'avais fait l'entretien avec un député kurde, un responsable kurde du Rojava, qui en faisait un descriptif et un panorama enchanteur. Bon, derrière cette communication-là, c'est quand même autrement plus complexe. Quand on nous décrit l'égalité homme-femme, la démocratie directe dans les conseils communaux, etc., c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, est-ce que le Rojava est autre chose qu'une vitrine à destination de l'Occident? Est-ce que là, selon vous, s'expérimentent véritablement des nouveaux modes de gestion et de vivre ensemble? C'est toujours difficile, je pense, de juger des projets sociaux ou politiques dans les périodes de guerre. Bien sûr. Parce que c'est quand même la guerre, là. On n'est pas encore dans une période de paix. Et moi, je demande à voir ce que deviendra cette région autonome avec ses ambitions affichées dans la Constitution, effectivement, d'égalité. Oui, dont vous publiez des extraits. Voilà, de brassage multiethnique, multiconfessionnel. Enfin, effectivement, on a l'impression que tout est pour le meilleur des mondes. Bon. Évidemment, ce n'est pas le cas dans la réalité. Mais ce n'est pas le cas dans la réalité parce qu'aujourd'hui, il y a encore une urgence militaire très forte. Il faut vaincre Daesh. Et puis, il y a l'armée syrienne, parce que la compétition est engagée sur toute la vallée de l'Euphrate, de Raqqa à Deir el-Zor. Les positions militaires que les uns et les autres gagnent, c'est ce à partir de quoi on négociera demain. Donc, c'est difficile à dire. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que les Kurdes aspirent à cette liberté, à la reconnaissance de leurs droits depuis un siècle. Et ça, je pense que c'est légitime en tout point. Maintenant, ils ont des dirigeants politiques qui ont aussi une histoire et qui sont aussi, qui ne sont pas des enfants de cœur, comme aucun dirigeant politique, ni en Irak, ni en Syrie. Alors, en Syrie... Alors, on va revenir, si vous voulez, sur ces divisions entre Kurdes, mais je voulais avant, pour poursuivre un peu quand vous évoquiez les différentes crises, venir quand même sur l'actualité, finalement, de ce débat, c'est le référendum qui doit se tenir le 25 septembre dans le Kurdistan irakien, donc toute la région d'Erbil, référendum sur l'indépendance. Thomas, tu peux nous dire les enjeux ? Voilà, donc le président de la région, Massoud Barzani, a annoncé en juin qu'il y aura un référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien. Alors le Kurdistan irakien est déjà une région autonome au sein de l'Irak, il a sa petite autonomie, mais il y a un certain nombre de choses qu'il ne contrôle pas. Voilà. Et donc, voyant que Daesh est en train de lentement expirer, et on n'en a plus pour très longtemps, quelques semaines, quelques mois, il se dit, voilà, c'est l'occasion d'avoir enfin un Kurdistan irakien indépendant. Donc, il propose ce référendum. En même temps, on sent dès le départ qu'il est prêt à négocier, parce qu'en fait, il y a quand même des questions territoriales très fortes. Et notamment, il faut savoir qu'après l'invasion américaine de 2003 en Irak, une constitution a été écrite dans laquelle il y a la région de Kirkouk. Alors Kirkouk, c'est au sud du Kurdistan et au nord de Bagdad. Les frontières ne sont pas délimitées. Et une grande région pétrolière. Une grande région pétrolière, évidemment, donc avec beaucoup de ressources. Et on propose et on dit qu'il y aura un référendum pour savoir si les gens de Kirkouk vont aller au Kurdistan ou rester liés à Bagdad. Sur un référendum n'a jamais eu lieu. Donc du coup, c'est une question en suspens. 10 ans après la dernière date du référendum, on ne sait toujours pas
ou dans les régions de Kirkouk. Donc, Massoud Barzani profite de cette occasion-là, puisque lors des combats contre Daesh, en fait, les Peshmerga, les forces kurdes, occupent désormais de facto détiennent Kirkouk. Je crois que c'est un ratio de 90% de Kurdes, 10% de milices chiites qui contrôlent Kirkouk aujourd'hui. Et donc, il y a cette question de frontière. Et donc, dans la proposition de référendum, il y a l'idée de négocier au départ, en se disant, bon voilà, nous, on veut bien retarder notre référendum si, une fois qu'on le fera, ça sera acté, reconnu par la communauté internationale, si on a des aides financières aussi. Parce que voilà, toute la question de l'autonomie aussi du Kurdistan, c'est quelles ressources. Donc les Kurdes disent ressources pétrolières, qui sont assez fortes, mais aujourd'hui, ils n'ont pas le droit, théoriquement, de les exploiter par eux-mêmes. Ils sont censés passer par Bagdad. Voilà. Donc il y a des trafics, il y a quelques pétroliers qui ont été arraisonnés dans l'océan Atlantique, des choses comme ça, parce qu'il y avait du pétrole qui n'était pas passé par Bagdad. Mais donc voilà, il y a quand même, l'idée du référendum, c'était négociation. Et bizarrement, les portes ont été un peu fermées. Donc aujourd'hui, on est à 15 jours du référendum. Il semble quand même qu'il va se tenir. Il y a encore des incertitudes, mais il semble qu'il va se tenir. Mais voilà, en même temps, ce n'est pas un référendum contraignant jusqu'à maintenant. Contraignant, c'est-à-dire que si l'indépendance est actée. L'indépendance est actée. Alors, effectivement, Massoud Barzani a annoncé que si le référendum, effectivement, était en faveur de l'indépendance, ce dont personne ne doute, puisque le résultat est quasiment acquis, il déclarerait l'indépendance du Kurdistan en mars 2018. Bon, il n'y a pas grand monde qui a l'air de croire à ça. Parce qu'effectivement, si on provoque une indépendance en mars 2018, c'est tout de suite, il faut redessiner les frontières, créer un nouvel État. Et ça, personne n'en veut aujourd'hui, surtout pas les voisins. Donc il semble qu'il y a un certain nombre d'assurances qui a été donné par le gouvernement régional du Kurdistan, à la fois à la Turquie et à l'Iran, que non, on n'allait pas déclarer l'indépendance tout de suite et remettre la question des frontières sur le papier. Parce que c'est ça, effectivement, c'est ces accords, c'est les accords Sykes-Picot de 1920, 21, 22. À partir de 1916. Ouais, à partir de 1916. Enfin, on a tracé ces frontières, elles ne bougent pas depuis. Et voilà, tout le monde les conteste, tout le monde dit qu'elles sont absurdes, qu'elles ne fonctionnent pas, et en même temps, personne ne veut les remettre en cause. C'est ça. Olivier Piot, ce référendum et une éventuelle indépendance du Kurdistan irakien, ça pourrait constituer l'embryon d'un futur État kurde ? Ah ben l'indépendance irakienne, c'est un État kurde. C'est ça qu'ils essayent de mettre en place depuis 92. Oui, mais alors, mais est-ce que c'est l'État de tous les Kurdes ? Oui, voilà. Ah ben non. Non, par définition, d'ailleurs, Massoud Barzani, il s'en défend très, très nettement. Depuis 92, l'autonomie acquise sur la fin de la Première Guerre mondiale, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est un rapport de force avec Bagdad, donc les sunnites et les chiites, selon, sur la répartition des ressources, à la fois de pétrole, mais aussi d'eau. Parce que je rappelle que le Tigre et l'Euphrate passent tous les deux, et donc ils n'ont pas le droit de construire de barrage. Le barrage de Mossoul est contrôlé directement par Bagdad, et théoriquement, ils n'ont pas le droit de faire venir des sociétés étrangères pour exploiter le pétrole. Tout ça est redistribué via Bagdad à hauteur de 17%. C'est la Constitution de 2005. Or, qu'est-ce qui se passe ? Depuis maintenant plus de 2 ans, l'essentiel de la fonction publique du Kurdistan irakien, et c'est énorme, on parle de plusieurs millions de fonctionnaires, ne sont plus payés. Et ils ne sont plus payés, pourquoi ? Parce que Bagdad, depuis 2014, depuis la crise, la lutte contre Daesh, a fermé les robinets et ne paye plus ces fameux 17%. Bon. Donc il y a une faillite économique au Kurdistan d'Irak depuis 2 ans, alors que pendant 15 ans, ça a été le pôle de croissance économique en Irak et la seule zone de stabilité. Donc en gros, les dirigeants kurdes irakiens disent « bon, maintenant, ça suffit, si mes fonctionnaires sont plus payés, c'est moi qui vais sauter, c'est pas vous qui en payerez le prix. » Et donc depuis 92, ils sentent que cette dépendance vis-à-vis de Bagdad, il y a une sortie possible, c'est d'obtenir une vraie indépendance, c'est-à-dire au lieu d'être dans le fédéralisme irakien tributaire de ces négos, une souveraineté territoriale sur l'eau, sur le pétrole, et une reconnaissance internationale, parce que c'est pas la même chose si on est président d'un État ou si on est président d'une région autonome. Ce que disait Thomas, c'est pas pour autant l'état de tous les Kurdes, parce que ce que vous expliquez bien dans votre livre, c'est les rivalités, les conflits, les guerres parfois intra-kurdes. Et si on peut établir un lien assez fort, vous le faites dans votre livre, entre le PKK de Turquie, du Kurdistan turc, avec les Kurdes syriens, entre
Kurdes syriens et Kurdes irakiens, ce n'est pas du tout les mêmes relations. Et entre Kurdes de Turquie et Kurdes irakiens, les relations sont souvent exécrables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ce jeu politique? Je dirais que avec des revirements d'alliance, bon, sans rentrer dans... C'est la différence entre les aspirations d'un peuple et puis finalement ce qu'en font leurs dirigeants politiques. Il y a une très vieille aspiration de tous les Kurdes de cette région, qui est l'utopie du Grand Kurdistan. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui, même dans les nouvelles générations. Oui. Tout le monde sent qu'en gros, si on se met tous ensemble et qu'on fait un État plutôt plus gros que petit, eh bien, voilà, pour l'avenir, ça sera mieux. Bon, ça, c'est les aspirations, je dirais, des... Ça, c'est une aspiration réelle. C'est des aspirations qu'on retrouve dans les quartiers, qu'on retrouve dans les villages kurdes, aussi bien en Iran. Quand vous leur parlez du Grand Kurdistan, on sent que, voilà, c'est pas un feu qui s'est éteint, au contraire. Maintenant, il y a un siècle d'histoire de dirigeants politiques qui ont, les uns et les autres, tous négocié avec leurs propres dictateurs, avec le voisin d'à côté, avec les grandes puissances. Et ils l'ont tous fait sur le dos de leurs frères de sang à un moment ou à un autre. C'est vrai du PKK, c'est vrai du PDK, de l'UPK en Iran, en Irak, etc. Donc il y a un passif énorme de lutte intra-kurde. On arrive dans ce demi-siècle d'histoire fratricide, aussi fratricide, à une polarisation, en gros, autour de deux acteurs majeurs sur toute la zone. Un pôle autour du PKK, où on retrouve le PYD, donc de Syrie, mais aussi le PJAK en Iran. Et puis le PDK, qui essaye, même s'il a des concurrents en Irak. Bon, le PDK, il dit quoi? Il dit... Moi, finalement, si j'ai l'indépendance en Irak, ça me suffit. Sur tout le reste, vous faites ce que vous voulez. Donc il a une gestion patrimoniale de ce qu'ils ont acquis en 92, et en disant, voilà, si on obtient cette indépendance-là, on vous foutra la paix, et il le disait à Erdogan. N'oublions pas que Massoud Barzani a quand même félicité Erdogan au moment de l'élection de son référendum. Il a des rapports avec l'Iran, il a des rapports avec Israël. Bon. De l'autre côté, vous avez le PKK qui a aussi une forme d'hégémonie sur les mouvements kurdes, à ceci près que lui, il a en face de lui un État qui ne veut rien céder. Donc il fait feu de tout bois, de toutes les étincelles qui pourraient essayer d'encercler la Turquie et l'obliger à négocier. Donc on a deux logiques. Donc je dirais qu'une gère les acquis, et l'autre, c'est le fameux confédéralisme démocratique, essaye de sortir de l'impasse du soutien des grandes puissances à la Turquie, en essayant de mettre un peu le feu partout, en prenant l'étendard. Mais alors, expliquez-nous comment il pourrait y avoir une solution à cette question kurde et un éventuel État kurde, quand, justement, hors de question pour la Turquie, hors de question pour Bagdad, hors de question pour l'Iran, et hors de question, évidemment, pour le régime de Bachar al-Assad, qui est en train de reprendre la main en Syrie. Alors c'est pour ça que j'ai appelé le livre « Clé de voûte ». Parce que je pense qu'il y a des éléments nouveaux qui font qu'aujourd'hui, les Kurdes sont moins dans l'impasse qu'ils l'étaient hier. Surtout les grands acteurs qui vont peser dans la reconstruction de cette région, les États-Unis, peut-être un peu l'Europe, en tout cas la Russie, l'Iran, la Turquie, derrière l'Arabie saoudite. Si on prend tous ces acteurs, il n'y a finalement que la Turquie qui exclut à 100% de faire entrer dans les scénarios possibles la question kurde. Les autres ne sont pas fermés. Vous disiez Bagdad, non. Bagdad, l'État est faible, donc ils ne sont pas pour a priori, mais ça se négocie en fait. Voilà, Bagdad, ils ont soutenu les Kurdes pendant longtemps contre Saddam Hussein, et ils sont capables de les soutenir demain si la Turquie et l'Iran, ils sont en compétition dans l'hégémonie sur cette région. Vous disiez l'Iran, vous parliez de l'Iran, là. Non, vous disiez Bagdad. Oui, pardon, l'Iran, oui, je parle de Téhéran. Oui. Donc Téhéran, ils ne sont pas complètement fermés à la possibilité de reconstruire le Moyen-Orient en répondant. Oui, mais est-ce que ça ne menace pas leur territoire? Puisqu'il y a aussi, vous l'avez dit au début, des millions de Kurdes qui vivent en Iran. Oui, mais de toute façon, ils l'ont, le problème kurde, l'Iran. Ils l'ont parce que la plupart des réfugiés politiques iraniens kurdes sont aux frontières de l'Irak, donc sont au Kurdistan irakien, et les guérillas sont dans les montagnes du Kurdistan iranien. Le problème kurde, ils l'ont. Ce n'est pas un problème qui, pour eux, est
il n'est pas du type de ce qu'il est pour Erdogan. C'est-à-dire qu'il pourrait demain céder. D'ailleurs, les Iraniens sont les premiers à avoir laissé une de leurs régions administratives s'appeler le Kurdistan dans les années 50. Parce que c'est une région de montagne, c'est une région de bergers, de petits villages, il n'y a pas de pétrole. Voilà, il y a un problème de frontières. Donc, je dirais que ce n'est pas un enjeu majeur pour l'Iran de céder, une plus grande autonomie à sa zone occidentale occupée par les Kurdes, voire même de voir un État kurde se mettre aux frontières au nord. Ça dépend ce qu'ils négocient avec eux. Et cet État kurde, de toute façon, ne pourra pas voir le jour sans négociation préalable avec Téhéran. Donc ils peuvent s'en accommoder. De la même façon, Poutine peut s'accommoder d'une vision du Moyen-Orient de demain avec, au milieu du clivage sunnite-chiite dans lequel personne n'arrive à trouver une issue, de mettre un troisième acteur kurde en imaginant, par exemple, un embryon d'État kurde en Irak associé à une autonomie en Syrie, qui fera peut-être un État plus important demain. Enfin, je pense que tout le monde est ouvert, y compris les États-Unis. Pour la première fois, il y a une réelle politique dans cette zone pour les grandes puissances qui intègre la carte kurde, alors que jusqu'à maintenant, toutes les réelles politiques se sont faites sur leur dos. Ça veut dire que les puissances sont prêtes à redécouper les frontières. Oui, mais je pense qu'ils n'auront pas le choix dans cette région. Parce que le maintien de l'intégrité territoriale irakienne telle dont on en a hérité, il sera tout simplement impossible. Parce que le clivage chiite-sunnite, je ne vois pas comment ils peuvent demain faire un fédéralisme. Et en même temps, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en Irak, les sunnites et les chiites discutent ensemble sans arrêt, ne s'entendent pas. Introduire un troisième acteur, des Kurdes, ça peut favoriser ça. Mais si on imagine un Kurdistan irakien qui se forme, le troisième acteur, il n'est plus là, et les sunnites, qui sont minoritaires en Irak, se retrouvent seuls face aux chiites et avec un État. Bon, on a déjà vu ce que génère la confrontation chiite-sunnite en Irak. Et les Américains, c'est comme eux qui ont finalement accouché de l'Irak qu'on a aujourd'hui, depuis 2003, ils sont bien conscients de ça. Ils savent bien que c'est créer aussi un Kurdistan, d'abord irakien, et puis peut-être en envisageant les différentes formes dont vous parlez dans les trois autres États, c'est aussi ouvrir la boîte de Pandore. Oui, mais je crois que ce qui a changé, c'est que pour les Américains, cette zone n'est pas aussi stratégique qu'elle a été pendant un siècle. Si vous prenez par exemple leur degré de dépendance en importation de pétrole du Moyen-Orient, vous prenez 1920, 1950, 1990 et aujourd'hui, elle est en chute permanente. Ils sont en train d'arbitrer, en réalité, sur la côte occidentale de l'Afrique, à Sao Tomé et Principe, parce que c'est direct en bateau, et puis ils ont leur propre production de pétrole. Donc pour les Américains, depuis 2009, en fait, on est dans une stratégie à long terme de désengagement. Parce qu'il n'y a plus les mêmes urgences. Et je pense que même si les Américains pouvaient laisser le bébé à Poutine, à l'Iran, ils le feraient. Sauf que pour des raisons de politique, ils ne peuvent pas se désengager complètement. Mais donc, ils sont moins arc-boutés. N'oublions pas qu'en 1918-1920, quand on a fait le partage au traité de Sèvres, c'est le début du pétrole. C'est le début de ce qu'on... Là, on est sur la fin de cette ressource dans la région. Donc, comme c'est le merdier, grosso modo, politiquement, avec les Américains, ils estiment qu'ils ont assez donné avec les deux guerres du Golfe, plus l'occupation il y a peu de l'Irak, ils sont plutôt dans une stratégie. Quelles sont les puissances conquérantes sur cette zone? L'une, parce qu'elle y retourne, c'est la Russie, alors qu'elle l'avait perdue depuis un siècle. La Turquie, parce qu'elle a le sentiment qu'elle joue son hégémonie territoriale. Et derrière, en fait, les principaux acteurs, c'est Arabie Saoudite, Iran. Voilà, c'est eux qui vont décider de la reconstruction. C'est pas l'Europe. Et je pense que c'est pas les États-Unis non plus, parce qu'ils n'ont plus envie d'en payer le prix. Donc si vous raisonnez comme ça, vous voyez que c'est plus un problème Moyen-Orient-Occident. C'est un problème Moyen-Orient-Asie, péninsule arabe, Russie. Quand vous parlez, on va terminer là, ça sera notre dernière question. Quand vous parlez avec vos différents interlocuteurs kurdes, passé le moment de communication classique, comment dirais-je, pour dire vulgairement, ils y croient cette fois? Ils voient vraiment des perspectives possibles? Je pense qu'il y a deux sentiments mêlés. Le premier, c'est la chance historique des Kurdes. Voilà. Qu'on n'a pas eu aux autres occasions, aux autres occurrences. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a jamais eu autant de cartes positives en main pour eux pour pouvoir négocier une autonomie territoriale, qui peut être un futur État, etc. En même temps,
Ils sont effrayés par le passif politique des clivages entre eux. C'est-à-dire la capacité qu'ils ont là à rater le coche parce qu'il y a trop de tensions accumulées. Par exemple, le PDK et le PKK, par exemple. Il y a une structure en Europe qui s'appelle le Congrès national kurde, où ils avaient l'habitude de se retrouver, de discuter. Ils s'y retrouvent même plus aujourd'hui. Bon. Et même au Kurdistan irakien, les rivalités entre la famille Talabani et la famille Barzani, qui sont deux espèces de clans. Par exemple. Donc je dirais que c'est la fin d'une époque, parce que là on parle de dirigeants qui ont plus de 60 ans. Ouais. Il y a les nouvelles générations. Ouais. Tous les Kurdes qui ont 25-30 ans que je croise, qui sont au Garan, par exemple, le troisième parti qui s'est créé, c'est des gens qui sont nés avec l'autonomie du Kurdistan en 92, ils ont 25 ans aujourd'hui. Eux, ils sentent qu'il y a une occasion, mais que, en gros, leur père, voire leur grand-père, continue à les phagocyter dans des tenailles qui font que, par exemple, si demain le Kurdistan d'Irak obtient l'indépendance et que la Turquie attaque les Kurdes de Syrie, qu'est-ce que va faire M. Barzani ? C'est une interrogation. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Olivier Piot. Je rappelle votre livre, Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient. C'est aux éditions Les Petits Matins. Et c'est un livre qui est très utile en ce moment pour comprendre cette région. Thomas, merci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de Moyen-Orient Express. À très bientôt. Merci.